Être manipulateur, ça a de vraies conséquences sur autrui. Ça détruit la personnalité ou ça détruit la confiance d'autrui. La manipulation mentale est beaucoup plus subtile. La victime ne se sait pas victime au début. Et une fois que la mouche est dans la toile d'araignée, elle a vraiment du mal à en sortir, sachant qu'elle voit pas nécessairement où est l'araignée non plus. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Ce matin, nous allons parler des manipulateurs avec mon invité Isabelle Nazar-Aga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes thérapeute, comportementaliste et cognitive. Vous, votre expertise, ce sont les manipulateurs. C'est une de mes expertises et pour être plus précise, aussi les victimes de manipulateurs. Voilà, et alors vous publiez « Les manipulateurs sont parmi nous ». Qui sont-ils? Comment s'en protéger aux éditions de l'Homme? Ça, c'est la nouvelle version, parce qu'il faut dire que votre livre a plus de 25 ans. Première édition en 1997, qui existe maintenant en version illustrée. Tiens, montrez-le à la caméra. Ça passe mal à la radio, mais pour ceux qui verront l'émission, ils verront. C'est vraiment très très bien. Et maintenant, il y a même des cartes des cartes avec un livret à emporter partout, si vous voulez un petit peu voir quel genre de manipulateur. Alors, si j'ai bien compris, vous utilisez le terme manipulateur pour la première fois en 1997, à une époque où le mot pervers narcissique est très peu utilisé finalement. Complètement inconnu, même des spécialistes, c'est-à-dire des psychologues ou des psychiatres. C'est un terme d'ailleurs qui n'a été formulé que par des experts, je dirais, psychanalystes du XXe siècle. Donc sortir un bouquin sur pervers narcissique, c'était pas gagné. Par contre, le terme de manipulateur, moi je pensais qu'au départ c'était reconnu comme une évidence qu'il s'agissait de la manipulation mentale. Ma surprise a été qu'en France, ce n'était pas du tout perçu comme une manipulation mentale, mais plutôt un personnage ostéo et chiropracteur, alors que dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis ou au Canada, eh bien, c'était évident pour eux qu'il s'agissait des manipulations mentales. Alors, on va voir ce matin à quel manipulateur vous faites référence dans votre livre, mais on va parler essentiellement de ce qu'on appelle le manipulateur relationnel, qu'on appelle aujourd'hui le pervers narcissique. Certainement à tort, peut-être, non, ou trop pas facilement. À tort, c'est des jargons, mais maintenant, grâce à vous les médias, le terme de pervers narcissique a été popularisé. Manipulateur aussi, et le terme quand même officiel, il existe en psychiatrie sur la planète, c'est la personnalité narcissique. Donc c'est quand même déjà reconnu comme un profil pathologique. Et alors on va beaucoup parler du manipulateur relationnel ce matin, mais ça peut être une manipulatrice aussi. C'est vrai que voilà, c'est le vocable qu'on retient, c'est celui-là. Une grande partie de votre travail, et peut-être la plus importante, c'est d'avoir listé les 30 caractéristiques propres aux manipulateurs. Et donc, pour être un manipulateur, combien de ces caractéristiques faut-il avoir? De ces traits, de ces attitudes, de ces fonctionnements, minimum 14. Parce que j'ai reçu pendant des années beaucoup de victimes en thérapie, mais aussi en groupe, en séminaire, et en fait, personne n'avait moins de 14 caractéristiques pour décrire le personnage qui lui faisait autant de mal dans sa vie privée ou professionnelle. Donc, ce dont je m'aperçois aussi, comme je le demandais à chaque fois, combien de caractéristiques a votre manipulateur, manipulatrice, la plupart ont plus de 20. Mais comment vous avez fait pour lister ces caractéristiques? Alors, il se trouve que en 1990-91, j'étais déjà en thérapie comportementale et on avait un livre de base de Québécois, Boisvert et Baudry, qui avait écrit « S'affirmer et communiquer ». Et dans ce livre, il y avait une description, mais seulement sur une page et demie, du comportement affirmé, du comportement passif, blabla, et du comportement manipulateur. Et là, il y avait juste un paragraphe où il était listé 13 attitudes du comportement manipulateur. Mais quand on les met bout à bout, ça c'est plus un comportement, c'est carrément un fonctionnement. Et là, comme je connaissais aussi dans ma vie personnelle des gens qui fonctionnaient comme ça, et que j'entendais de la part de mes patients et de mes stagiaires des vécus douloureux
à cause de profils de cet ordre-là, je me suis dit, mais c'est pas un comportement qu'on décrit là, c'est bien plus que ça. Et c'est comme ça que j'ai étudié, en notant pendant des années, ce que me disaient les personnes qui faisaient un feedback à partir de ces 13 caractéristiques du départ. Donc là, vous avez quand même un matériau, c'est des milliers de personnes. 7500. Voilà, faut expliquer aux gens. Voilà. Je le sais parce que comme je suis formatrice, notamment dans les hôpitaux, et je travaillais 5 jours semaine en plus de mon cabinet, mais toute la journée, c'est que nous, une fois par an, on doit donner le nombre de stagiaires que l'on a formés. Donc j'ai un chiffre quand même très tangible et personne ne se connaissait. Donc tout ce que les gens racontaient était la même chose. Cette liste, donc, elle est inédite. On va dire, c'est Oui. vous. Voilà, c'est vous qui l'avez posée. Oui, les 30, oui. Et donc, il faut 14 caractéristiques pour être un profil de manipulateur. Mais est-ce qu'on est tous manipulateurs? Bien heureusement, non. Parce que je veux faire la différence entre être et faire. C'est comme être menteur. Est-ce qu'on est tous menteurs parce qu'on a menti de temps en temps ou qu'on ment de temps en temps? Non, non, non. Être manipulateur, ça a de vraies conséquences sur autrui. Ça détruit la personnalité ou ça détruit la confiance d'autrui. Alors que si faire de la manipulation parce qu'on est parent et qu'on veut faire un chantage auprès de son enfant ou de son ado, du type, écoute, ça c'est bien simple, si tu continues à être sans cesse sur ton téléphone, je te le supprime. Bon, c'est un chantage, c'est une menace. C'est une manipulation, oui, d'accord, mais enfin, elle est grosse comme une maison, on n'a pas besoin de penser que on maltraite ou on harcèle son enfant parce qu'on fait ça. Les ficelles sont trop grosses, donc mais voilà, oui. c'est voilà. Tout le monde, ça c'est ce que tout le monde fait. Mais oui, on fait ça dans la vie, on fait ça quand on est publicitaire, on fait ça quand on est par exemple dans le service de renseignement. Bon, c'est connu. D'accord, il n'y a pas d'enjeu personnel non plus. La manipulation mentale est beaucoup plus subtile et fait que la victime ne se sait pas victime au début. Et une fois que la mouche est dans la toile d'araignée, elle a vraiment du mal à en sortir, sachant qu'elle voit pas nécessairement où est l'araignée non plus. Alors, ce que j'avais jamais lu jusqu'à présent, c'est que finalement, un manipulateur, pour lui, c'est un système de défense qu'il a acquis dans l'enfance. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment on devient manipulateur? Eh bien, je pourrais pas en faire... On décide pas de le devenir. Non, exactement. C'est-à-dire que, vu le nombre de témoignages de parents âgés, qui vont décrire leur enfant plus âgés, adultes, mais également des adultes, frères et sœurs, ils vont tous me décrire quelqu'un qui, dès le départ, vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, avait déjà des signes et des attitudes de manipulateur parmi les 30 qu'on va pouvoir lire dans ce livre. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas d'acquis, que c'est un profil naturel. On retrouve ça dans certains troubles psychiatriques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient jeune. Également, ce que j'ai repéré, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un parent manipulateur pour l'être soi-même. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Pas du tout. Ensuite, ce que j'ai aussi observé, c'est que comme cet enfant, à l'âge de 4 ans, a soit une taille plus haute, c'est-à-dire qu'il fait 6 ans, soit très fréquemment un langage adultomorphe. Ce qui veut dire alors, expliquez. qu'il parle comme un adulte. Très tôt. Ah oui. Et là, on le confond avec un enfant surdoué. Un HP, enfin, aujourd'hui, il est un haut potentiel, un zèbre. Je vais utiliser le terme le plus couramment compris par les gens. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, j'ai un enfant précoce. Et on l'admire. Et ce sont les adultes, les parents en premier, les grands-parents, les nounous, les instituteurs. Alors là, il se peut qu'il se fasse une sorte de cristallisation de ces intentions du petit qui commence à voir son pouvoir sur autrui. Mais ce n'est qu'une interprétation de ma part. C'est-à-dire que il n'y a pas encore de science et d'observation scientifique qui peut définir encore d'où ça vient.
Oui, mais vous dites que c'est là. Moi, dans votre livre, vous dites que c'est un mécanisme de défense mis en place à l'enfance. Le manipulateur utilise systématiquement la manipulation comme un moyen de survie et ça devient ensuite un automatisme. Oui, c'est ça. Mais je vous dis, très 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 jeune. J'utilise le terme de mécanisme de défense parce que c'est celui qu'on apprend en psychologie, en fac de psycho. En fait, on est imbibé en France par les termes de psychanalyse pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ceci ou pourquoi est-ce qu'on fait cela. C'est-à-dire que le plus souvent, ça fait référence à un système de défense, un mécanisme de défense pour se sentir existant. Donc, probablement que les manipulateurs, manipulatrices ont besoin toute leur existence de se sentir existants en ayant du pouvoir sur les autres. C'est-à-dire le pouvoir de déstabiliser les autres. Et à ce moment-là, ça leur donne une consistance. C'est pour ça c'est un problème narcissique. Mais c'est un fond perdu parce qu'il y a un trou au fond de ce gouffre narcissique qui est un gouffre en estime de soi. Et donc, ce sont des personnes qui ont toujours besoin de écraser autrui. Ça peut être leur propre enfant, ça peut être leur conjoint, leur voisin, leurs collègues, pour se sentir supérieur. C'est fondamental, c'est son mécanisme. Et donc, les manipulations, souvent j'entends l'idée qu'ils manipulent pour faire du mal. Non, il manipule parce qu'il a besoin de se sentir supérieur. C'est ça son objectif. Inconscient ou pas, ça on le saura jamais parce que ce sont pas des gens authentiques. Donc c'est pas forcément pour briser l'autre, mais c'est pour être supérieur à lui. Oui. À l'exception alors là je vais être un petit peu plus, je rentre dans un entonnoir, à l'exception d'un profil de manipulateur que j'appelle les manipulateurs pervers. Pervers de caractère là cette fois. C'est-à-dire que ce sont des narcissiques, mais là ils veulent faire du mal. Les gens peuvent avoir lu des romans avec des thrillers, des psychopathes, Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus rare, mais qui existe. Ce sont des hommes. 90% sont hommes dans ce profil-là. Je parle pas des manipulateurs. Non, dans les manipulateurs pervers. Voilà. Et là, ils sont violents physiquement. Ils utilisent un langage ordurier. Injurieux, anatomiques, sexués. Ils sont violeurs. Ils sont convaincus qu'ils ont une autorité légitime sur autrui et notamment leur possession qui est leur femme ou leur copine ou leurs enfants. Et là, on est dans un registre dangereux. Ce sont des gens qu'il faut absolument fuir. Mais en tout cas, dans ce que vous nous décrivez, ceux-là, on peut les repérer facilement. Non ? Alors, parce qu'ils sont colériques, ils sont orduriers. Non, ils le font pas en public. C'est très rare. Ça peut arriver. Ah oui, d'accord. Ça leur échappe. C'est pas un comportement général. Non. C'est dans le couple. La porte est fermée. D'ailleurs, le pervers. Donc les autres le voient pas en fait. Non. Et il doit être super sympa avec les autres finalement. Oui, mais le manipulateur classique, c'est comme ça. La plupart sont sympathiques au départ. Ils ont l'air agréables. C'est quand on commence à travailler constamment avec eux, ou qu'on les épouse, ou qu'on ait un enfant de ces gens-là, que là on s'aperçoit quand la porte est fermée. Oh, c'est un autre regard. Les masques tombent. Mais oui. Ouais. Nous parlons des manipulateurs ce matin, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément les PN, les pervers narcissiques, avec mon invitée Isabelle Nazaraga. Vous avez écrit de nombreux livres sur les manipulateurs et vous avez une triple actualité puisque votre best-seller ressort, Les manipulateurs sont parmi nous aux éditions de l'Homme. Vous avez la version illustrée. Je dois dire que c'est très très bien réalisé et puis il y a vraiment tout dedans. Pour ceux qui préfèrent lire en s'amusant. Et puis, vous avez le jeu de cartes. Les manipulateurs sont parmi nous. Alors, vous dites que les manipulateurs portent des masques. Quels sont les masques que peuvent revêtir ces manipulateurs ? Le plus courant, le masque du sympathique. Le masque du séducteur. On a le masque de l'altruiste. Le masque du timide. Alors, vous dites que c'est le faussement timide. Ben oui, faussement timide, parce que le timide, j'ai été d'ailleurs, une de mes spécialités, c'est les groupes d'entraînement à l'affirmation de soi et estime de soi. Donc, ce sont des gens qui ont du mal à s'affirmer, mais il y a parmi eux aussi des gens timides. Alors, le timide, il a du mal à s'exprimer librement avec des gens inconnus.
et ils ont du mal à s'exprimer dès qu'ils sont en groupe. 3 personnes suffisent pour être considérés comme un groupe. Or, le timide normal, classique, il va se trouver beaucoup plus discret. Alors que le manipulateur au masque de timide, par exemple, va arriver en retard à une réunion. Jamais. Vous dites que c'est un des signes pour démasquer un... Voilà. La posture d'un timide va être complètement dans la posture générale du groupe pour ne pas être remarqué. Alors, il se tient droit sur sa chaise. Un manipulateur au masque du timide peut très bien, dès le départ, alors qu'il connaît pas nécessairement les membres du groupe, être affalé sur le fauteuil ou sur la chaise, ou bien au contraire se mettre sur un côté de table, comme si lui, il avait besoin d'une table alors que les autres n'en ont pas besoin. Donc, on peut penser que la personne est timide parce qu'elle ne parle pas. Or, elle a des attitudes que jamais des timides n'auraient. Alors bon, voilà, ça c'est encore un autre masque. On a le masque du dictateur, ça c'est facile à détecter par contre, parce qu'il dit pas bonjour, il fait pas de compliments, il répond pas gentiment. Moi je dirais, et puis le séducteur, j'en ai déjà parlé, mais le masque du séducteur est quand même très très présent, aussi bien chez des femmes que des hommes manipulateurs. Séducteur et sympathique. Oh oui. Ce qui fait que finalement, ceux-là, on est fasciné. On les repère pas. Ouais, on les repère pas. On pourrait même être flatté d'être dans leur petit papier au départ. Les manipulateurs ont-ils conscience de l'être ? Ça m'a vachement intéressé finalement comme chiffre. Eh bien, pour en avoir eu aussi dans ma vie privée, les avoir observés, non. Ils n'ont pas conscience de faire autant de mal, de créer autant d'anxiété chez autrui, de créer l'évitement chez autrui ou la dépression. Ils n'ont pas conscience que leur façon d'être ou de faire ou de dire déstabilise à ce point les autres. Et si on lui dit, mais écoute, excuse-moi, mais Marie, elle revient pas au travail à cause de toi. Tellement tu la harcèles, tellement t'es tellement désagréable, tu la prends de haut, tu la dévalorises. Alors là, le manipulateur ou la manipulatrice va dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais pas du tout, moi, Marie, c'est même moi qui l'ai embauché. Ce qui veut pas dire que c'est logique. C'est moi qui l'ai embauché. Sinon, si je l'aimais pas, alors que c'est pas le sujet, si je l'aimais pas, je la prendrais pas avec moi comme assistante, enfin. Et puis, excuse-moi, mais entre nous, Marie, elle a quand même pas une vie facile, hein. Si tu me dis qu'elle a une dépression et qu'elle est en arrêt maladie pour ça, excuse-moi, j'ai pas ce pouvoir-là, hein. Eh bien, si. Donc, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Ouais. Mais pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est parce qu'ils veulent pas faire du mal. Ils veulent juste écraser l'autre pour finalement être le plus fort ou en tout cas être au-dessus. C'est pour eux-mêmes, c'est absolument. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un profil particulier chez les manipulateurs, donc pervers narcissique, qui est le pervers de caractère, où là, par contre, je vais répondre la réponse oui, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Et que si vous pleurez ou que si vous êtes malade et que vous lui dites « tu me fais tellement de mal, tu vois pas dans quel état tu me mets », à ce moment-là, il faut savoir que ces personnes-là sourient à l'intérieur, voire même sourient réellement en disant « mais ma pauvre, mon pauvre, excuse-moi, mais enfin, si je te faisais autant de mal, bah tu serais ailleurs, hein. Je t'oblige pas à rester avec moi, hein. » Et en fait, on crée à ce moment-là chez eux encore plus de mépris. Tu resterais pas avec moi. Ouais. Il vous est arrivé de confronter des manipulateurs, hein, comment ils réagissent quand ils sont démasqués ? Alors d'abord, il va tout de suite vous dire non. Toujours ils nient. Ils peuvent nier des choses complètement évidentes, hein, sur n'importe quoi, et ils vont nier même une phrase qu'ils viennent de prononcer. Alors parfois alors je propose pas qu'on les confronte là-dessus, mais je pense que c'est intéressant parfois de les enregistrer pour que ensuite avec d'autres personnes en arrière, on se dit écoute cette discussion que j'ai eue avec Martin là, il y a quelque chose qui va pas. Bon, maintenant, ce sont des gens. Prenons l'idée que vous ayez enregistré une conversation folle, on va dire, et que vous le montriez aux manipulateurs.
ou que vous lui disiez, mais tu dis que tu n'as jamais voulu acheter l'appartement, c'est faux. J'ai même enregistré que tu voulais l'acheter et que tu as même dit combien écoute. Et là, au lieu que le manipulateur, on va l'appeler la personne, puisqu'on ne sait pas encore qui est le manipulateur, dit ah bon, alors j'ai dit ça. Ah bon, peut-être. J'ai dit une connerie. Pas du tout. Eux, ils vont dire, mais comment tu as osé m'enregistrer? C'est-à-dire qu'on change de niveau de communication. Ce sont des gens qui ne supportent pas d'être face à une réalité où ils ne sont pas gagnants et ils réfutent des faits. Ils disent je n'ai jamais dit ça. Donc la confrontation, elle serait plutôt sous un autre mode que de leur montrer la vérité en face. Bien que je fais partie des gens qui l'ont fait, c'est que ça marche pas. La réalité ne les intéresse pas. L'idée qu'ils se font de la réalité, ça, c'est très précieux. Ça crée pas un électrochoc, finalement. Les mettre face à l'évidence ne permet pas d'obtenir un résultat de changement de prise de conscience. C'est très important ce que vous dites, parce que c'est exactement la faute que nous faisons pendant des années à vouloir rendre compte d'une réalité qui est perçue de façon erronée par le manipulateur. C'est pour ça qu'ils mentent, mais ils mentent pas de façon volontaire, ils mentent réellement. Je pense que dans leur cerveau, ils voient les choses différemment. Et effectivement, les mettre face à leur incohérence, à leurs mensonges, à leurs bêtises parfois aussi, ne crée pas chez eux une idée qu'ils doivent se remettre en question. Jamais. Même sur les montures de vos lunettes. Si vous les avez changées et que je trouve que elles vous vont moins bien que les autres, eh bien, vous allez prendre la mouche. Vous allez être très vexé. Le manipulateur ne supporte pas les critiques. Supporte pas. D'ailleurs, et c'est ça que vous expliquez bien dans votre livre, c'est que la plupart des critiques que les manipulateurs font ressemblent étrangement à leur propre comportement. Et les psychologues appellent ça comment ? La projection. C'est-à-dire qu'ils vont vous reprocher d'être radin alors qu'ils sont profondément radins. On le voit chez les parents manipulateurs qui font croire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vous aider à faire vos études de médecine et donc vous devez aller travailler alors que vous avez 18 ans et c'est un risque de rater ses études aussi. Ce sont des gens qui vont dire que vous êtes égoïste alors que ils sont très souvent, pas systématiquement, mais très souvent égoïstes. Ils vont dire tu ne penses qu'à toi, alors que là, c'est 100%, ils ne pensent qu'à eux. Donc ils nous font beaucoup de reproches qui correspondent à leurs propres attitudes. Le manipulateur projette sur autrui son propre comportement. C'est intéressant de le savoir, parce qu'une fois que vous avez détecté que vous êtes face à un profil manipulateur, ça vous en dit beaucoup. Oui, c'est une info. Et ça vous déculpabilise, parce que le problème, quand on est face à ces personnes, c'est pour ça que je vous dis, il y a une différence entre être et faire de la manipulation. Quand on est avec des vrais profils de manipulateurs, nous les victimes potentielles, on ressasse ce qui a été dit, ce qui a été fait. On se dit, mais où est-ce que j'ai mal dit, mal fait? Ça doit être ma faute. Et beaucoup de victimes se sentent fautifs de ce qui se passe, des situations. Oui, c'est intéressant de voir comment ils arrivent à activer cette culpabilité finalement. Alors déjà ils culpabilisent, c'est-à-dire que ça fait partie des 30 caractéristiques. Non, mais comment les manipulateurs, ils sont des culpabilisateurs. Oui. Qui culpabilisent. Oui, ils culpabilisent très très clairement avec des vraies phrases. Je suis ta sœur quand même, tu pourrais faire un effort. Bon, ça c'est une phrase assez bateau. Mais il y a des choses pires que ça. J'ai le souvenir d'un père qui disait à ses enfants, c'est un truc énorme, si votre mère grossit, c'est à cause de vous. Bon, alors quand on n'est pas très rationnel, on y croit. Mais si on a si on a compris que l'autre est en train de projeter ses propres démons, on se dit, je vois mal comment je peux avoir ce pouvoir-là, déjà. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être lui qui fait grossir ma mère, déjà. Il y a une autre façon de rendre l'autre coupable, sans qu'il sache réellement de quoi il est coupable, d'ailleurs, c'est de bouder. La bouderie.
Donc je vous fais la gueule. Vous n'êtes pas content de ma réponse, alors vous me raccrochez au nez, par exemple, si on est au téléphone. C'est une forme de culpabilisation. Donc quand on a la personne qui nous a raccroché au nez, ou qui ne nous dit pas bonne nuit, ou je t'embrasse, et qui raccroche, mais qui raccroche net. D'accord. Allô ? Mince, je l'ai blessé à ce point. Bon, enfin, tous les boudeurs sont pas des manipulateurs quand même. Non. Non. Mais c'est une manipulation, bouder. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs critiques ou leurs désagréments. Ils n'arrivent pas à dire, écoute, ce que tu as dit tout à l'heure chez les Dupont, moi, j'ai pas apprécié. Hein, parce que tu dis que je ronfle. Excuse-moi, peut-être que je ronfle. Je t'ai pas vu venir, celui-là. Mais, ouais. Non, franchement, j'ai pas aimé que tu dises que je ronfle. Bon, imaginons que je sais faire ce genre de réflexion, c'est parce que je suis affirmée. Donc, je manifeste que je suis pas contente. Là, c'est pas du tout une manipulation, bien au contraire. Mais si je fais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que je suis renfrognée depuis le dîner qu'on a passé chez les Dupont et que je suis en voiture et que je fais la gueule en regardant dans la fenêtre de droite et que l'autre, mon conjoint me dit qu'est-ce que t'as ? Tu fais la tête ? Non. Je vois bien que tu fais la tête. Non. Et quelque part, je suis en train de lui dire vas-y, cogite un petit peu. Vas-y, réfléchis pourquoi je fais la tête. Pourquoi je suis pas contente. Ça, c'est de la manipulation. On parle des manipulateurs relationnels ce matin avec mon invitée Isabelle Nazaraga, dont le best-seller « Les manipulateurs sont parmi nous » sort dans sa nouvelle édition aux éditions de l'Homme. Qui sont-ils ? Comment s'en protéger ? Il y a une version illustrée qui sort également. Et puis vous avez un jeu de 52 cartes également pour ceux qui aiment jouer et faire tourner et partager les questions sur la manipulation. À noter que les manipulateurs dont on parle ce matin n'ont pas que des défauts, ils ont aussi des qualités. Mais c'est des défauts dont on parle ce matin. Oui, on parle uniquement des défauts. Et justement, j'utiliserais pas le terme manipulateur s'il n'avait pas des qualités, parce que sinon, on sentirait tout de suite que la personne est complètement pathologique ou folle ou tarée, dangereuse. Non, la manipulation consiste à faire du chaud et froid. À être tout à fait sympathique à 10h du matin et ensuite à bizarrement passer devant vous comme s'il vous faisait la tête à 13h. Et d'ailleurs, il vous fait la tête, sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Donc, ce sont des situations qui font que on va avoir un vrai effet délétère, néfaste dans notre propre cœur et dans notre propre mental. On aura des effets d'anxiété. Mmh. Une question qui revient souvent, c'est la part de responsabilité des personnes qui sont manipulées. Oui, c'est souvent l'inquiétude. Peut-être parce que la personne se dit, est-ce que moi je pourrais être une cible privilégiée ? Alors je répondrais, oui, vous et moi, nous sommes des cibles privilégiées. Vous dites que 90% des gens d'entre nous sont des victimes. Mais oui, parce qu'on est sensible à ce que l'on pense de nous. Ça veut pas dire qu'on soit obsédé, mais c'est important qu'on se sente bien en société, que les gens nous aiment. C'est important que l'on suive les codes sociaux pour pouvoir bien vivre en société, justement. Donc, quand le manipulateur ou une personne nous fait une remarque comme quoi on a dévié, c'est vexant, ça nous remet en question. Donc, c'est embêtant, oui. Alors, du coup, on en a les effets émotionnels de la manipulation. Il y a que, j'ai repéré, 10% des gens, si on leur fait une critique, ils s'en fichent. Si on leur demande de changer tel comportement professionnel, ils vont pas le faire et ils dorment très bien. Alors là, c'est des indifférents. On peut les menacer, on peut les culpabiliser, on peut leur faire un chantage. Ils ont une personnalité comme ça, donc oui, on peut pas les atteindre. Oui, ils sont lisses, c'est de l'huile, ça passe au-dessus. Alors, par contre, ils ont un intérêt, eux. C'est qu'ils sont pas les cibles des manipulateurs. Forcément, les manipulateurs, ça les intéresse pas. Non, exactement. Ils veulent pas jouer avec eux. Non, ça rebondit pas, ça réagit pas. Non, c'est ça le truc. Alors, avant de parler des stratégies de contre-manipulation, parce que la contre-manipulation, ça existe, il faut d'abord repérer. Oui. Et vous le disiez tout à l'heure, la plupart des gens qui sont victimes d'un manipulateur, ils n'ont pas les outils pour repérer qui sont manipulés. Comment on fait le repérage ?
Les 30 caractéristiques, ça va être vraiment Vous nous en donnez la base. quelques-unes, Oui, Isabelle. alors, il répond de façon floue aux questions, il sème la zizanie, il ment, il dévalorise, il culpabilise les autres, il change d'opinion, d'attitude selon les personnes, les situations, il dénie qu'il le fait, et puis il y a des conséquences dans les 30 caractéristiques. J'ai mis 5 conséquences. Par exemple, vous en parlez quand il n'est pas là. Et je rappelle aux auditeurs que quand je dis il, c'est elle, hein, c'est 50-50. Voilà, c'est il ou elle. Mais par exemple, si vous parlez toujours de quelqu'un quand il n'est pas là, Oui. c'est que c'est quelqu'un qui capte l'attention. Ah, puis ça, il est bouleversé. Il y a quelque chose qui est bouleversant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les pièces du puzzle. C'est si on parle ensemble et qu'on est collègues et qu'on parle toujours de Marie, alors que Marie d'ailleurs, elle ne travaille même plus avec nous, mais on rappelle Marie, on se rappelle. C'est que on vit des choses tellement confuses par rapport à elle qu'on a besoin d'en parler pour voir si l'autre aussi a le même vécu, le même sentiment, la même expérience, pour comprendre ce qui se passe. Et c'est souvent inconscient, hein, d'ailleurs. Mais parfois, on peut parler d'une personne manipulatrice tout un repas. C'est là où ça vaut le coup de dire... C'est un sujet qui Oui. revient permanent Oui, et long. récurrent. Et récurrent. Oui. Mais- C'est pas parce qu'on l'aime bien. Non. Puis on le sent bien que quand on en parle, c'est pas en bien. On parle de situations vécues. Même si un manipulateur a du charisme, enfin, c'est des gens qui ont beaucoup de charisme. Ah, bonne question. Est-ce que je parlerais d'une personne qui est... Non. Ça serait court à ce moment-là. Si j'admire quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose que j'admire, effectivement, est-ce que je vais pas revenir dessus tous les jours? Voilà la différence. Alors, la contre-manipulation, ça existe une fois qu'on a repéré. Donc, comment on procède? Alors ça, c'est quand on décide de ne pas fuir, hein, de ne pas divorcer, de ne pas changer de service, de ne pas changer de travail. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on l'a au téléphone, quand on l'a en face à face, quand on reçoit un SMS ou un mail, hein, une lettre. Notre réflexe, c'est de vouloir se défendre, de justifier. Certains sont tellement qu'ils n'en disent rien, et d'autres sont tellement chauds qu'ils rentrent dedans. Voilà. Or, toutes ces réactions sont des réactions que recherche le manipulateur. C'est là où il sent qu'il a le pouvoir de déstabiliser autrui. Et donc, il gagne. Et en plus, on résout rien, parce que même si je m'énerve à dire que tu dis n'importe quoi, et A plus B égale C, C ne l'intéresse pas. Il veut le conflit. Ah oui, parmi les caractéristiques, c'est pas dit clairement, mais dans le livre, c'est expliqué, c'est que les manipulateurs, eux, ils dorment très bien dans le conflit. Nous, non. Oui, ça rumine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on s'aperçoit que on a beau avoir de la jugeote et d'expliquer clairement les tenants et les aboutissants d'une situation pour expliquer que ça ne fonctionne pas comme tu dis. Bon, ça ne marche pas, on est sur un autre niveau. À ce moment-là, jouer l'indifférent, ça va être utiliser des phrases courtes, non agressives si possible, éventuellement ironiques. Alors, parce que l'ironie, c'est important, hein, parce que le manipulateur utilise l'ironie. Il l'utilise également, absolument. C'est comme ça qu'il donne un message en pointillé, en souterrain. Et si on y réagit violemment en disant « Mais attends, moi j'ai jamais fait ça », ils vont vous dire « Mais arrête, écoute, excuse-moi, mais on parle pas toujours de toi. Pourquoi tu le prends comme ça? T'es susceptible, hein, c'est fou ça. » Voilà, alors qu'en fait on n'est pas con, on a bien compris que c'était aussi une façon de nous envoyer un message. Oui, l'ironie, on peut l'utiliser également, on peut utiliser l'humour. Mais ironie, humour, c'est la même chose, non? Presque. L'ironie, c'est une agressivité contrôlée, cartésienne, intelligente. L'humour, c'est une autre forme d'intelligence, c'est pour rire. C'est pas pour se moquer, c'est pas pour faire mal à l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'ironie, c'est pas de l'humour. Ah non. Eh oui. C'est ça qu'il faut comprendre, voilà, c'est un message, ouais. C'est un message. C'est la grande différence entre faire de l'ironie et faire de l'humour. Oui. L'ironie, c'est tourner contre.
Et je pense que quand on réagit mal à un trait d'humour, c'est parce que c'était pas de l'humour. Ou alors on est très très susceptible. Hein. Alors un exemple qui va peut-être vous parler, et on parle des parents, les parents manipulateurs qui peuvent gravement influencer leur enfant pour que celui-ci ne trouve pas l'âme sœur. Qui ont finalement décidé de garder leur enfant pour eux. Oui, parce qu'il y a vraiment un instinct de possession chez la plupart des manipulateurs. On a un cas inverse, c'est quand les manipulateurs ont des enfants, c'est-à-dire que tout le temps, hein, en général ils font des enfants, c'est qu'ils peuvent s'en débarrasser très très vite, hein, donc les rendre très autonomes très rapidement, parce que ils sont pas faits pour avoir des enfants d'ailleurs les manipulateurs. Mais quand ils ont un enfant unique, alors là, c'est leur bâton de vieillesse. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment les utiliser jusqu'au bout de la corde. Si bien que quand l'enfant devenu adulte et jeune adulte commence à être amoureux ou amoureuse, là, il y a un vrai risque qu'il quitte la maison. Qui quitte le nid, ouais. Ben oui, et qui s'occupe moins de elle ou de lui. C'est plutôt des elles d'ailleurs, des plutôt manipulatrices qui vont posséder leur fils ou leur fille pour. Alors, comment ça se passe? Ça va être assez facile pour eux. C'est que chaque fois que mademoiselle ou jeune homme va présenter une amoureuse, un amoureux, eh bien, c'est jamais la bonne. C'est, écoute, méfie-toi, hein. Mais maman, pourquoi tu dis je méfie-toi? Écoute, on voit bien que elle est pas de notre milieu, donc je te dis ça, c'est pas grave. Tu vas pas te marier avec, donc c'est pas le problème. Voilà. Et en fait, elle est en train de distiller l'idée que elle a une raison légitime de donner son avis déjà sur ses futures relations, mais aussi qu'elle s'attend à ce qu'il ne se marie pas avec cette jeune fille. Et elle le fait à chaque fille. C'est-à-dire que c'est jamais à sa hauteur. Et donc, ça peut paraître rassurant pour le fils parce qu'il se dit, ma mère, elle me considère comme quelqu'un qui a de la valeur, je mérite une meilleure fille. Elle-même, voilà. Alors qu'en fait, elle est profondément jalouse et de l'affection que son fils ou que sa fille peut porter à autrui. Et en plus, elle se sent menacée de rester seule, même si elle est mariée d'ailleurs. Parlez-nous de la stratégie rationnelle émotive, la SRE de Albert Ellis. Vous pouvez googler. Oui, stratégie de survie. Très très important. Alors en fait, c'est une thérapie cognitive, c'est une approche des stoïciens qui explique que ce ne sont pas les faits qui provoquent nos émotions, mais la façon dont nous traduisons les faits, dont nous les interprétons. Et bien pour avoir moins d'émotions, notamment négatives, ce qu'on appelle les émotions négatives, et je résume, pour pas avoir un jargon trop psy, c'est des émotions comme la colère ou l'anxiété. Je donne bien 2 exemples seulement. Et à ce moment-là, quand ça devient trop envahissant, on peut aider la personne à confronter la croyance de base. C'est-à-dire, prenons un exemple qui va être dans notre sujet, c'est « elle me fait la tête ». Et là, j'en ai une profonde anxiété depuis 17h et il est 22h et j'arrête pas de penser à ça. Et la croyance de base, c'est pas « elle me fait la tête », c'est ce qu'il y a dessous. Et donc, elle me fait la tête, j'ai fait quelque chose de mal. Oui, moi. Ok. Là, elle est intéressante, cette croyance. En fait, c'est une confrontation des idées, des croyances, des interprétations, des pensées qui peuvent être automatiques. Donc j'ai dû faire quelque chose de mal, elle était un petit peu cachée, mais il faudrait aller la rechercher. Et donc la SRE, stratégie rationnelle, émotive, ce n'est pas relationnel, c'est une question, c'est un système de questionnement one by one. C'est OK, qu'est-ce que tu as fait de mal? Et là, notre cerveau va rechercher en appuyant sur le bouton rewind. Peut-être que c'est quand je suis allé chercher les feuilles de son imprimante parce que moi j'en avais plus. Quand je lui ai demandé si je pouvais prendre des feuilles, elle m'a tendu des feuilles. Elle m'a fait la tête. Ok. Autre question. Est-ce que c'est mal de demander des feuilles à ta collègue de bureau quand toi tu n'en as plus dans l'imprimante? Non. Non. Est-ce que c'est possible, 3e question, qu'elle fasse la gueule, mais qui n'a rien à voir avec ton attitude, mais peut-être
par rapport à autre chose. Bah, je vois pas quoi. Oui, alors autre question, est-ce que c'est possible qu'elle se fasse la gueule toute seule parce qu'il y a quelque chose qui l'a contrariée, mais ça n'a rien à voir avec toi ou le fait que tu sois allé lui demander à 15h30 des feuilles? Oui. Est-ce qu'elle fait souvent la gueule? Ah oui. Est-ce que c'est vis-à-vis de toi uniquement? Ah non. Ok. Et là, on se calme. Parce qu'on diminue l'anxiété. Et donc, vous voyez, c'est des questions et il faut répondre à chacune pour réaliser qu'on s'est emballé là et qu'on a cru qu'on était... On s'est fait un film. Oui, qu'on s'est fait un film. Il y a une bonne stratégie que j'adore, c'est la stratégie du disque rayé. Oui, ça c'est verbal par contre. Oui, mais qu'on utilise souvent quand on est face à des manipulateurs et là... Et eux aussi ils le font. Alors, on n'est pas dans la mouise quand eux le font encore plus longtemps que nous. À un moment, vous lâchez parce que faut se décider si c'est vraiment ultra important ou pas de se disputer entre guillemets sur ce sujet-là. Alors, il y a des sujets qui sont sérieux, des gardes d'enfants, puis il y en a d'autres sur la couleur des murs, là on va lâcher. Ouais, c'est ça la stratégie du disque rayé. Comment on les prend en charge les manipulateurs une fois qu'on les a, on va dire, démasqués? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement changer le logiciel? Alors quand vous dites on, vous pensez à qui? Thérapeute, je sais pas comment ça se prend en charge un manipulateur. Eh bien, ça ne se prend pas en charge parce que déjà, j'ai jamais entendu de gens qui disent voilà, on va prendre en charge les manipulateurs. Voilà ce qu'on peut faire pour eux. Oui, non, c'est parce que ils viennent pas à nous déjà. Aucun manipulateur ne vient sonner à la porte d'un psy pour dire voilà, j'ai trop de pouvoir sur autrui. Ma femme est terrorisée. D'ailleurs, je vous dis, ils s'en rendent même pas compte. Moi, je manipule trop, je voudrais changer ça. C'est exceptionnel, ça. J'en ai eu 3 dans ma carrière de 35 ans, vous voyez. Et en plus, ils ont que 14 caractéristiques sur les 30, donc c'est pas du tout les 20. C'est des petits. C'est des petits manipulateurs. Oui, c'est des petits. Alors, donc la première des réponses, c'est ils ne viennent pas nous consulter. La deuxième, ils ne peuvent pas nous consulter puisqu'ils ne peuvent pas se remettre en question. Troisième réponse, s'ils consultent, ce seront plutôt des psychanalystes, c'est-à-dire des professionnels qui vont plutôt écouter sans remettre en question, justement. On parlait de la SRE tout à l'heure, la stratégie rationnelle émotive. Nous, les cognitivistes, on confronte les patients avec des situations réelles et là, à un moment, on recoupe ce qui est incohérent. Chez un autre thérapeute qui ne ferait qu'écouter ou qui renverrait chaque fois des questions, et vous, qu'en pensez-vous? Enfin, je prends une partie assez a priori, je dirais, de l'approche psychanalytique telle qu'elle a été pratiquée au XXe siècle et qui continue encore dans certains cabinets. C'est que là, le manipulateur ou la manipulatrice, elle peut absolument dire n'importe quoi et mentir. On voit que du feu. Donc même nous, les psys, on peut se faire avoir. Personnellement, j'en ai reçu quelques-uns. J'ai des réactions physiques, du malaise, qui m'arrive jamais, même avec d'autres pathologies, mais jamais. Donc c'est le cœur qui bat. Je sens mon cœur qui bat. Même pas besoin de toucher mon pouls. Et j'ai de la transpiration au niveau de la colonne vertébrale. C'est quand même pas banal, ça. C'est-à-dire que mon inconscient sait que je suis face à quelqu'un d'anormal. Et la suite est dans votre livre. Alors, le livre fait date sur les manipulateurs. Nouvelle édition, les manipulateurs sont parmi nous. Qui sont-ils? Comment s'en protéger? Aux éditions de l'Homme. La version illustrée et puis le jeu de cartes. Alors, je sais pas si c'est un jeu, mais en tout cas, un outil 52 cartes. Voilà, que vous pouvez distribuer et pouvoir commenter. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous revoyez la vidéo. Mettez vos questions en commentaire sous la vidéo. On les attend et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.